Ici, Toyota préparait une voiture qui roule à l'eau. Fini l'essence, les pleins hors de prix, les gaz nocifs. C'est la promesse qui affole les esprits. Pas un rêve lointain, pas un brevet oublié. Un programme de R&D présenté comme la prochaine grande rupture. Un moteur propre, exploitant l'eau comme source d'hydrogène, capable, sur le papier, de rebattre les cartes de toute l'industrie. Alors, que s'est-il vraiment passé ? D'abord un rappel. Toyota explore depuis des années la filière hydrogène, de la pile à combustible de la Mirai au prototype de moteur à combustion interne alimenté en H2. Cette fois, l'angle est plus audacieux. Produire l'hydrogène à bord, à partir de H2O, puis l'utiliser immédiatement pour propulser le véhicule. L'ambition est limpide. L'autonomie et la simplicité du thermique, la propreté promise de l'électrique, sans dépendre des batteries lourdes et des métaux critiques. Sur le papier, l'avantage est séduisant. L'eau se stocke et se transporte aisément, là où l'hydrogène exige des réservoirs coûteux et ultra renforcés. Et si la chaîne fonctionnait, on tiendrait une passerelle idéale vers une mobilité décarbonée plus simple à déployer. Reste à distinguer mythe et progrès réel. Dans cette enquête, on démêle les faits. Comment fonctionne ce moteur à eau, ce qu'il promet et ce qu'il ne peut pas encore tenir. Comment ça marche concrètement ? Imagine une petite usine embarquée. L'eau n'alimente pas le moteur tel quel. Elle est d'abord dissociée par électrolyse. Des électrodes plongées dans un réservoir appliquent une haute tension. Les molécules de H2O se séparent, l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. L'hydrogène ainsi produit est aussitôt dirigé vers le groupe motopropulseur et brûlé, à la manière d'un gaz naturel comprimé. Sur le papier, l'intérêt est évident. Puisque l'hydrogène est dans l'eau, plus besoin des lourds réservoirs ultra renforcés exigés par les piles à combustible ou les moteurs H2 classiques. On se rapproche des atouts d'un thermique, ravitaillement simple, architecture connue, tout en visant l'empreinte carbone quasi nulle. Mais un moteur qui brûle de l'hydrogène n'est pas un moteur ordinaire. Il faut des injecteurs adaptés au gaz comprimé, une culasse, des sièges de soupape et des chemises renforcées capables d'encaisser pression et températures élevées sans détonation. Les ingénieurs reprennent donc une base thermique, comme le 3 cylindres 1,6 litres du programme sportif de Toyota, et la respécifient pour l'hydrogène. Calage, allumage, mélange, tout change. Cette promesse technologique tient en une phrase. Produire l'hydrogène à bord, l'utiliser immédiatement et s'épargner une partie des contraintes de stockage. Théoriquement élégant, pratiquement exigeant, et vous verrez plus loin où se cachent les pièges. Et côté environnement, la promesse est forte. À l'échappement, quasiment pas de CO2, on se rapproche de l'électrique sur ce point précis. Attention toutefois, la combustion d'hydrogène à très haute température peut générer des NOx si la gestion du mélange et des températures n'est pas exemplaire. Et surtout, l'électrolyse qui fournit cet hydrogène exige de l'énergie. Le bilan carbone réel dépend donc de l'électricité qui alimente le système. Reste que l'idée séduit par sa simplicité perçue, faire le plein d'eau, pas de réservoir H2 à 700 bars, pas d'infrastructure lourde, un stockage sûr et banal. En pratique, l'eau doit être très pure, idéalement distillée, pour ne pas dégrader l'électrolyseur, et la chaîne de bord doit délivrer assez de puissance pour séparer H2 et O2 au rythme où l'on conduit. Si ces verrous sont levés, on obtient un usage proche du thermique. On ravitaille vite, on repart, sans dépendre d'une batterie géante. Un basculement de masse aurait des effets systémiques. Moindre dépendance au pétrole, chute des émissions liées à l'extraction et relâchement de la pression sur certaines matières critiques des batteries. Ici, l'argument sobriété matérielle est réel. Pas de pack lithium-nickel, manganèse, cobalt de grande capacité, moins d'empreinte minière, même si l'électrolyse, l'électronique de puissance et la ligne d'alimentation en H2 restent, eux aussi, des technologies matérielles. Comparé au H2 stocké, l'avantage clé tient au risque et au coût de stockage. L'eau se contente d'un réservoir scellé quand l'hydrogène impose des cuves renforcées, chères et surveillées. Sur la feuille de route, le moteur à eau promet donc la propreté d'un FCEV, avec l'ergonomie d'un moteur classique, à une condition que la physique et l'ingénierie suivent sans compromis sur la sécurité. Parlons puissance, coût réel et physique. D'abord, une vérité simple, ce n'est pas l'eau qui fournit l'énergie, c'est l'électricité consommée pour en extraire l'hydrogène. L'hydrogène a bien une densité énergétique massique élevée, environ 120 mégajoules par kilogramme contre environ 46 mégajoules par kilogramme pour l'essence, mais son faible volume énergétique et les pertes de conversion changent la donne.
Un moteur thermique à hydrogène reste soumis aux limites du cycle de combustion, rendement proche d'un essence optimisé, là où une pile à combustible peut être plus efficace. Bref, pas de magie X3. Il faut regarder le bilan du réservoir à la roue. Côté sécurité, on ne stocke plus 700 bars, mais on manipule quand même un gaz ultra inflammable produit à la demande. Il faut donc capteur d'hydrogène 2, ventilation active, purge contrôlée, circuit haute pression et soupape calibrée. Dire que c'est plus sûr que tout le reste serait trompeur. Le réservoir d'eau est anodin, le circuit d'hydrogène ne l'est pas. La promesse industrielle de simplicité demande elle aussi nuance. Oui, on part d'un bloc thermique connu, mais on ajoute un électrolyseur performant, une électronique de puissance robuste, un tampon gaz, une gestion thermique exigeante et un contrôle moteur spécifique. L'eau doit être très pure, sous peine d'user membrane et électrode. La maintenance ne disparaît pas, elle se déplace. Reste l'usage et le coût. Sans réservoir d'H2, l'autonomie dépend de la capacité de l'électrolyseur et de l'énergie disponible à bord. Il faut donc soit une batterie tampon conséquente, soit un générateur, soit accepter des phases où la demande de puissance dépasse la production instantanée d'hydrogène. Tant que ces arbitrages ne sont pas tranchés, la comparaison directe avec une hybride ou une électrique reste délicate. On entend souvent que ces moteurs seraient faciles à fabriquer. En réalité, la mécanique de base ressemble à un thermique, mais on y ajoute un électrolyseur performant, une électronique de puissance fiable, un petit tampon d'hydrogène et une gestion thermique rigoureuse. Autrement dit, la simplicité apparente se paie en ingénierie invisible. Quant aux démonstrations artisanales qui circulent, une berline convertie dans un garage, des promesses d'autonomie spectaculaire, elles relèvent surtout de l'anecdote. Les chiffres mirobolants de consommation à l'eau n'ont pas été reproduits de manière indépendante et restent invérifiables. Le bon ordre de grandeur, lui, dépendra toujours de l'énergie fournie à l'électrolyse, des pertes de conversion et du rendement du moteur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique et des bilans énergétiques. Sur le terrain, les prototypes moteurs à eau butent encore sur des verrous très concrets. Fiabilité moyenne en usage quotidien, pureté d'eau impérative pour ne pas dégrader membrane et électrode, nécessité de sécuriser la production et la purge d'un gaz ultra inflammable et gestion de puissance délicate lors des fortes sollicitations. Oui, l'eau se stocke facilement. Non, l'hydrogène produit à la demande ne s'improvise pas. Si un industriel parvient à lever ces verrous, le concept deviendra crédible pour l'automobile. Mais tant que la chaîne complète, électrolyse, stockage tampon, contrôle moteur, sécurité, n'atteint pas la robustesse d'un groupe motopropulseur de grande série, on reste au stade de la promesse. Dans un instant, on aborde un autre frein, moins technique celui-là, l'inertie des filières et les polémiques qui entourent ce sujet depuis des décennies. Au-delà des verrous techniques, un autre mur se dresse, l'inertie des filières. Si des moteurs à eau arrivaient à maturité, ils rogneraient l'extraction pétrolière, bousculeraient la chaîne batterie-métaux et menaceraient des intérêts colossaux, des groupes miniers comme Rio Tinto jusqu'aux fabricants de cellules. Dans ce climat, les récits de sabordage ont fleuri. Le plus célèbre est celui de Stanley Allen Meyer, inventeur américain qui affirmait avoir mis au point une voiture alimentée par un système d'électrolyse à la demande. Il disait avoir reçu des pressions, des offres d'achat pour faire disparaître ses plans, et s'être juré de continuer. La fin de l'histoire ajoute au mythe. Un soir de dîner avec deux hommes d'affaires belges, Meyer sort en titubant, la main à la gorge. Il aurait lancé « Ils m'ont empoisonné ». Le rapport officiel conclura pourtant à un anévrisme cérébral. La controverse ne s'éteindra pas, d'autant que, selon ses proches, des documents auraient disparu de son garage dans les jours suivants. Morale provisoire. Dès qu'une technologie prétend changer les règles du jeu énergétique, l'imaginaire collectif convoque à la fois l'espoir et la suspicion. D'où l'importance pour Toyota ou tout autre de s'en tenir aux preuves, aux essais publics, aux chiffres reproductibles. Récapitulons sobrement. Voiture à eau et moteur hydrogène reviennent au même principe. L'hydrogène propulse, l'eau n'est qu'une source potentielle qu'il faut d'abord dissocier. Atout majeur, à l'échappement de la vapeur d'eau, pas de CO2. Les piles à combustible affichent des rendements supérieurs aux thermiques classiques. Le plein se fait vite, l'usage, bien pensé, peut être fluide. Mais les ombres existent, coûts élevés, réseau de ravitaillement rare, stockage et transport complexe et une production d'hydrogène encore largement issue d'énergie fossile. Quant à l'idée de synthèse embarquée, elle contourne le stockage sous 700 bars, au prix d'une demande électrique soutenue et d'une pureté d'eau irréprochable.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui roule vraiment? La Toyota Mirai, pile à combustible, sert de vitrine à la filière, comptée autour de 50 000 $ dans la configuration évoquée ici. Son dessin polarisant, toit flottant, capot stratifié, flanc sculpté, divise. L'intérêt principal est ailleurs, l'expérience hydrogène de série. La fiche citée dans la transcription parle d'environ 155 chevaux, 247 livres-pieds et d'un 0 à 70 miles par heure en 9,6 secondes, plus vif qu'une Prius donnée en référence. À bord, l'ergonomie rappelle l'hybride maison avec un fonctionnement plus feutré. La masse supplémentaire se sent en appui. La Mirai n'est pas un best-seller global. C'est un démonstrateur industriel, un pont entre l'état de l'art et ce que la filière promet demain. La voiture à eau reste une promesse, pas un produit de grande série. Les avancées sur l'hydrogène, piles à combustible, moteur H2 adapté, progressent et Toyota contribue à cette marche. Pour transformer l'essai, il faudra une chaîne complète robuste, électrolyse, scie embarquée, gestion thermique, sécurité du gaz, maintenance simple et un modèle économique qui tienne sans subvention massive. Si ces cases se cochent, l'impact pourrait être profond. Émissions en chute, dépendance aux fossiles réduite, pression moindre sur certains métaux critiques. En attendant, la Mirai incarne un futur plausible et rappelle une vérité têtue. En énergie, la physique a toujours le dernier mot. Merci de nous avoir suivis, likez la vidéo et à très bientôt.